thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Les Grecs ont beaucoup donné au monde de la physique en développant les bases des principes fondamentaux modernes. L'aventure débute au IVe siècle avant Jésus-Christ, où Thalès de Milet émit le postulat que l'eau constitue la substance de base de la Terre. Il fait également connaître le pouvoir attractif des aimants et de l'ambre frotté. Quelques décennies plus tôt, le fameux Pythagore découvre que la Terre est sphérique. Il imagine alors une analyse mathématique de l'univers. Un siècle plus tard, Anaxagore met en doute le débat grec sur la création et la destruction de la matière, en enseignant que les changements dans la matière sont dus à différents ordres de particules indivisibles. Son enseignement était donc le précurseur de la loi de la conservation de la matière. Empédocle réduit quant à lui ces particules indivisibles à 4 éléments: la terre, l'air, le feu et l'eau. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Démocrite développe la théorie de l'univers consistant en un espace vide et un nombre quasi infini de particules indivisibles qui diffèrent les unes des autres par leur forme, leur position et leur arrangement. Toute la matière est faite de particules insécables appelées atomes. Au même moment, Aristote formalise l'ensemble de la connaissance scientifique grâce à une philosophie et une logique surprenantes. Il s'intéresse notamment à la notion de référentiel lors de mouvements. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, Archimède énonce son fameux principe: tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée exercée du bas vers le haut, égale en intensité au poids du liquide déplacé. Par ailleurs, grâce à la loi du levier, on peut construire des machines capables de soulever des poids très lourds. En effet, son étude se base sur le principe de l'équilibre de deux objets posés de chaque côté d'une balançoire. Pour rester en équilibre, il faut mettre l'objet le plus près du milieu. Si par exemple un objet est 2 fois plus lourd qu'un autre, il devra être placé 2 fois plus près du milieu. Archimède a donc construit une théorie mathématique de l'équilibre de deux corps basée sur la notion de centre de gravité. L'aventure grecque marque son apogée avec Copernic. Après le modèle géocentrique de Ptolémée, au XVe siècle, l'astronome Copernic énonce la théorie de la rotation de la Terre autour du Soleil. Ce modèle héliocentrique est évidemment révolutionnaire car il provoque un bouleversement scientifique et philosophique capital. Après les innovations grecques dans le domaine scientifique, Galilée posa les fondements de l'astronomie et de la mécanique. Ainsi, il peut être considéré comme le père de la physique moderne. Tout d'abord, en voulant étudier avec précision le mouvement des corps, il définit les bases de la mécanique à l'aide d'une série de petites expériences simples. La célèbre expérience de la chute des corps depuis la tour de Pise est bien connue. Son objectif consiste à mesurer le temps de chute de corps de différentes masses et de différentes natures. Galilée arriva à la conclusion que ce temps de chute est le même pour tous les corps, quel que soit leur poids
leur taille et leur nature. En d'autres termes, si on lançait un éléphant et une tortue du haut de la tour de Pise, ils arriveraient exactement en même temps. De plus, en faisant des expériences avec des billes qui roulent sur des plans de différentes natures, Galilée eut alors l'idée de force de frottement. Le plan rugueux frotte très légèrement sur la bille et l'oblige à s'arrêter rapidement. En revanche, sur le plan lisse, les forces de frottement sont très faibles et n'empêchent pas la bille de rouler. Mais si on pouvait réduire ces forces de frottement à zéro, alors le corps conserverait son mouvement indéfiniment. C'est en faisant une telle extrapolation que Galilée donna une première formulation du principe d'inertie. Dans un référentiel terrestre, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si tous les efforts s'exerçant sur lui se compensent. En outre, Galilée comprit parfaitement que la nature du mouvement d'un point dépendait du référentiel. Enfin, grâce à la première lunette astronomique, avec un grossissement de 20, Galilée découvrit une kyrielle de choses surprenantes à l'époque dans le domaine astronomique. En effet, il comprit rapidement que la Lune n'était pas un corps parfaitement lisse, que des satellites tournaient autour de Jupiter comme la Lune tourne autour de la Terre. De plus, en observant le mouvement de la Lune, Galilée parvint à comprendre que la Terre n'était pas au centre du monde, comme le prétendait Ptolémée. D'ailleurs, pour avoir offensé l'Écriture sainte, Galilée sera jugé coupable en juin 1632, devra abjurer ses erreurs et sera assigné à résidence. Il s'installera alors dans sa maison de la banlieue de Florence et y séjournera jusqu'à sa mort le 8 janvier 1642. Galilée ne sera réhabilité qu'en 1757 avec le retrait de l'interdiction de 1616. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. L'amour est un peu de poème, il n'a jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Selon la légende, c'est en observant la chute d'une pomme qu'Isaac Newton, le physicien qui interpréta la décomposition de la lumière blanche par un prisme, eut l'idée de la gravitation universelle. Ce brillant physicien a permis à la physique de faire un pas de géant. Voici pourquoi. La force gravitationnelle intervient à chaque instant de notre vie. C'est elle qui nous maintient à la surface de la Terre. Sans elle, les océans s'évaporeraient dans les profondeurs de l'espace, ainsi que l'air. La gravitation rythme la danse cosmique qui exécute inlassablement les planètes autour du Soleil. Newton a permis ainsi d'unir la physique céleste à la physique terrestre. Après 45 ans de dur travail, Newton énonce cette loi de la manière suivante. Deux corps quelconques s'attirent avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ainsi, la théorie de la gravitation stipule que plus deux objets sont massifs et proches, plus ils s'attirent. Par exemple, si on considère un espace vide de tout astre, de toute influence gravitationnelle, deux boules de bowling proches de 2 cm s'attirent plus que deux billes situées à 20 000 km l'une de l'autre. Cette loi permet aujourd'hui de prédire le mouvement des planètes, les éclipses ou même la trajectoire des fusées. Cette théorie est restée inébranlable pendant des siècles jusqu'à qu'Einstein vienne poser ses limites. Selon la théorie de la relativité,
aucune onde matérielle ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Par exemple, si nous assistions à un orage lors d'une belle nuit étoilée, nous entendrions le tonnerre avant d'apercevoir l'éclair. C'est là toute la difficulté. Selon la théorie de la gravitation de Newton, qui stipule que la force d'attraction ne dépend pas du temps pendant lequel deux objets sont mis en présence, si le Soleil explosait, nous en ressentirions les conséquences immédiatement, bien que le Soleil et la Terre soient distants de près de 150 millions de kilomètres. Ces observations entrent bien évidemment en conflit avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Ainsi, au début du XXe siècle, Einstein comprit que la théorie newtonienne avait ses lacunes. Cela l'amena non seulement à expliquer la gravitation, mais aussi à révolutionner les sciences avec la théorie de la relativité générale. En 1907, tandis qu'il réfléchissait à la nature de la gravitation à sa table du bureau des brevets de Berne, Einstein eut la révélation qui le conduirait finalement, peu à corps, à une théorie radicalement nouvelle de la gravitation. Son approche ne se contenterait pas de combler les lacunes de la théorie de Newton, elle reformulerait complètement notre compréhension de la gravitation en parfait accord avec la relativité restreinte. Avant de nous pencher sur la relativité générale, revenons-en sur la relativité restreinte qui fut à la base de toutes les théories d'Einstein. La théorie de la relativité restreinte stipule, comme l'indique son nom, que tout est relatif. Par exemple, imaginez que vous apprêtez, vous et votre frère, à prendre le train à destination de Lille à la gare de Calais. Vous vous apprêtez à monter lorsque soudain votre frère décide de rester à Calais. Décidé à partir pour Lille, vous montez tout de même dans le train et laissez votre frère sur le quai. Le train démarre. Du point de vue de votre frère, c'est le train qui bouge. Tandis que de votre point de vue, personne n'a bougé d'un poil. Qui a raison? Vous deux. En effet, par rapport à la voie ferrée, le train est en train de démarrer. Cependant, confortablement installé par rapport à vos sensations, le train ne bouge pas. Enfin presque. Par conséquent, nous pouvons remarquer que tout est relatif. Imaginons maintenant que vous décidiez d'embarquer une horloge atomique. Celle-ci vous indique 10h20 et 10 puissance moins 52 secondes, tandis que votre frère affirme qu'il est exactement 10h20 et 10 puissance moins 38 secondes. Qu'a raison? Vous deux, en effet, du point de vue de votre frère, le temps paraît plus long. Par exemple, si vous montiez dans une fusée qui atteindrait 99,999% de la vitesse de la lumière, vous reviendriez sur Terre rajeuni de 5 ans. Nous constatons ainsi que le temps même est relatif. Bien entendu, dans notre vie quotidienne, ces petits désagréments n'ont aucune conséquence, puisque nous ne vivons guère au rythme de la lumière. Revenons-en maintenant à nos moutons. Selon la théorie de la relativité restreinte et générale, gravitation et force d'inertie sont extrêmement liées. Imaginons que l'on vous demande de désamorcer une bombe atomique enfouie dans le centre commercial des 4 boulevards de Calais. Le pire de vos cauchemars prend forme. Il s'agit d'une bombe si puissante que même enfouie dans la croûte terrestre, ses effets seront dévastateurs. Vous étudiez le mécanisme du détonateur avec précision et comprenez qu'il ne subsiste aucun espoir de désamorcer la bombe. En outre, vous découvrez qu'elle recèle un piège. La bombe est installée sur une balance. Il suffit que le poids moyen s'écarte de sa valeur actuelle de près de 50% pour que la bombe éclate. La seule solution, il ne vous reste que de la propulser dans les profondeurs de l'espace, là où son explosion ne causera aucun dommage. Cependant, après quelques minutes de réflexion,
Vous réalisez que du fait que l'attraction gravitationnelle de la Terre décroît lors de son lancement dans l'espace, son poids va ne cesser de diminuer jusqu'à ce que la bombe explose. Vous décidez alors de faire une sieste, afin d'éclaircir vos idées. Le lendemain, vous comprenez alors que si la fusée accélère suffisamment, mais pas trop, lors du décollage, le poids augmentera de sorte que la diminution du poids provoquée par la baisse de l'attraction gravitationnelle de la Terre soit compensée. Vous sauvez alors l'humanité d'une énorme catastrophe et est décoré par le maire de la ville, Jacques Yen. Ce lien fondamental entre gravitation et mouvement accéléré est une découverte remarquable. Mais pourquoi Einstein en était-il satisfait? En trouvant le lien entre les deux, Einstein comprit le parti qu'il pouvait en tirer pour parvenir à comprendre la gravitation. Cependant, la mise en pratique de cette idée ne s'avéra pas si facile. Pour y parvenir, Einstein dut découvrir un autre lien dans la chaîne qui unit la gravitation au mouvement accéléré, la courbure de l'espace et du temps que nous allons aborder à présent. Einstein suggéra que l'univers est comparable à une membrane élastique qui se déformerait en présence d'un corps. Par exemple, considérons un ballon de football. Si on le pose sur une membrane élastique, nous constatons que celle-ci se déforme. Ainsi, si l'on y fait rouler une petite bille, son chemin dépendra de la présence ou de l'absence du ballon. En son absence, la toile reste parfaitement plate et la bille aura une trajectoire en ligne droite. Cependant, si l'on place le ballon au milieu, déformant ainsi la membrane, alors le mouvement de la bille sera curviligne. En fait, si l'on propulsait la bille juste à la bonne vitesse et pile dans la bonne direction, elle suivrait continuellement la même courbe périodique autour du ballon. Elle serait mise en orbite comme la Lune autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil. Par conséquent, par le biais de cette simple analogie, nous venons d'expliquer la gravitation à la manière d'Einstein. Cependant, bien qu'elle soit complétée et reformulée, la théorie newtonienne de la gravitation reste valable. En effet, si l'on remplace le ballon de football par une boule de bowling, la bille sera plus attirée. De plus, nous constatons que par la déformation de la toile due à la boule de bowling, s'atténue lorsque l'on s'en éloigne. Par ailleurs, comme l'affirmait Galilée, les plus petits corps tournent autour des plus gros. La bille est attirée par la boule de bowling et non l'inverse. À l'issue de ces observations, nous sommes évidemment en droit de nous poser la question suivante. Cette théorie a-t-elle été confirmée expérimentalement? La théorie de la relativité générale prédit que toute particule matérielle passant près du Soleil sera déviée par la courbure spatiale de son environnement. Par conséquent, nous pouvons affirmer que les photons responsables de la lumière seront eux aussi affectés par cette déviation. Ainsi, lors de l'éclipse de soleil du 29 mai 1919, Franz Dyson et Sir Arthur Eddington purent constater que la lumière émise par certaines étoiles était déviée d'environ de 0,00049 degrés. L'heure de gloire d'Einstein avait sonné. Néanmoins, en présentant l'univers comme un monde parfaitement lisse et orchestré, la théorie de la relativité générale s'avéra être en conflit direct avec la théorie quantique. Après être parvenu à expliquer la gravitation d'une manière innovante, Einstein suggéra qu'il existe un lien entre l'énergie et la masse d'un corps dans l'une des plus grandes formules scientifiques de tous les temps, E égale mc2.
Ainsi, Einstein affirme que l'énergie libérée par un corps est égale au produit de sa masse par le carré de la vitesse de la lumière. En d'autres termes, énergie et masse sont des devises convertibles comme les euros et les francs. Connaissant la valeur de C au carré, 300 000 au carré, nous pouvons ainsi en déduire qu'une toute petite masse, ainsi soit-elle, est capable de libérer une immense énergie. D'ailleurs, l'humanité en prit conscience lors de la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki par les Américains. Cependant, un jour peut-être, la découverte d'Einstein servira à de justes causes. Nous pourrions ainsi alimenter la ville de Calais pendant 1 an en électricité, juste avec une banane de 200 grammes. En outre, l'équation d'Einstein fournit l'explication la plus convaincante du fait crucial que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Par exemple, vous vous demandez peut-être pourquoi l'on ne prend pas un muon déjà accéléré à 298 000 km par seconde, presque 99,5% de la vitesse de la lumière, pour le pousser encore un petit peu jusqu'à franchir la barre de 300 000 km par seconde. En vérité, un objet mobile a d'autant plus d'énergie qu'il va plus vite. Ainsi, la relation d'Einstein, E égale mc au carré, implique qu'un objet est d'autant plus massif qu'il a plus d'énergie. Par conséquent, un muon qui atteint la vitesse incroyable de 299 999,9999 km par seconde est beaucoup plus massif qu'un muon qui fuse à la vitesse de 299 999,999 km par seconde. Il faudrait évidemment lui fournir une énergie infinie pour qu'il atteigne les 300 000 km par seconde. Nous pouvons ainsi en conclure que nous ne parviendrons jamais à dépasser la vitesse de la lumière, comme nous n'arriverons jamais à découvrir le chiffre le plus grand qui puisse exister. L'amour est un peu de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime. La mécanique quantique permet de comprendre les propriétés microscopiques de la nature, tandis que la relativité restreinte et générale étudie l'univers à grande échelle. Bien qu'elle soit difficile à comprendre, les théories de la relativité restreinte et générale sont inéluctables. Elles découlent directement d'un raisonnement logique et minutieux. À l'inverse de la relativité, très peu de gens comprennent réellement le monde microscopique qui nous montre un univers possédant des propriétés surprenantes, voire inimaginables. Contrairement à la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui nous présente un univers parfaitement lisse et plat, comme une membrane élastique, la mécanique quantique nous présente un univers frénétique, rempli de bosses et de creux, en perpétuelle évolution. À cette échelle, temps et espace n'ont pas de sens. Le présent peut devenir passé, ou le futur peut devenir présent. De plus, si nous atteindrions une taille subatomique, nous nous retrouverions projetés à des hauteurs extrêmes comme celle d'une montagne ou d'une fosse océanique. Ainsi, nous pouvons constater que ce monde ne peut être régi par les lois de la physique classique, mais par la physique dite quantique, où mathématiques se conjuguent avec physique. À l'échelle macroscopique, nous pouvons déterminer avec certitude la position d'un objet grâce aux 3 dimensions que nous connaissons tous. Cependant, en sondant en profondeur les mécanismes fondamentaux de notre univers,
nous rencontrons des caractéristiques bien différentes de ce à quoi nous nous attendons. Vers le milieu des années 20, Davidson et Germain étudièrent la façon dont un faisceau d'électrons rebondissait sur un morceau de nickel. Les deux étudiants américains analysèrent ainsi les électrons qui passaient à travers les deux fentes, en leur faisant heurter un écran phosphorescent qui enregistrait le point d'impact de chacun d'eux sous la forme d'un petit point clair. En laissant échapper les électrons, une alternance de bandes noires et blanches se dessinait. Les endroits noirs sur l'écran phosphorescent reflétaient le fait que des électrons s'étaient annulés entre eux comme les vagues. De plus, si on réduisait le faisceau électrique de sorte que, par exemple, un électron par seconde seulement soit émis, alors les électrons fabriqueront des raies claires et des raies sombres point par point. Par conséquent, leur expérience révéla que les électrons engendraient des phénomènes d'interférence, signature caractéristique d'une onde. Cependant, à l'issue de ces observations, nous sommes maintenant en droit de nous poser la question suivante. Des ondes, certes, mais des ondes de quoi? Après quelques années de recherche, la réponse fut donnée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger. Ce dernier postula que l'onde d'un électron doit se comprendre en termes de probabilité. Les endroits où l'amplitude de l'onde est élevée sont ceux où l'on a le plus de chances de trouver l'électron. Les endroits où le carré de l'amplitude est faible sont ceux où l'on a le moins de chances de le trouver. Cette interprétation implique que si l'on répète plusieurs fois exactement la même expérience sur un électron, bien que nous n'aurons jamais la même position, nous pourrons tenter de définir les chances de le trouver à tel endroit. À l'échelle macroscopique, ces résultats n'ont pratiquement aucune incidence. Toutefois, suivant notre instinct, nous savons tous que nous ne parviendrons jamais à passer à travers un mur. Mais au niveau des particules élémentaires, la mécanique quantique montre que les ondes de probabilité des particules qui nous constituent ont tout de même une petite chance de se retrouver de l'autre côté du mur. Cependant, les règles probabilistes de la mécanique quantique impliquent que si nous tentions de traverser un mur à chaque seconde, il nous faudrait attendre au moins l'âge estimé de l'univers, voire plus, avant d'avoir une bonne chance de réussir. Ainsi, la prochaine fois que votre soda traverse votre verre ou que votre main passe à travers la vitre, ne vous étonnez plus. Notre univers est rythmé par des constantes dites fondamentales. Elles constituent à elles seules le mode d'emploi de notre univers. Ces constantes déterminent par exemple la vitesse de la lumière dans le vide, la valeur de la charge élémentaire ou la masse du neutron. Sans elles, l'univers ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Grâce aux constantes fondamentales, les étoiles se sont formées, la vie est apparue. Un seul dérèglement serait catastrophique. Par exemple, si on modifiait la valeur de la gravitation d'un seul centième, la Lune se rapprocherait ou s'éloignerait de la Terre de près de 300 km. Si la valeur de la charge élémentaire était légèrement modifiée, tout autour de nous exploserait. Notre univers est ainsi tel qu'il est, car la matière et ses interactions ont les propriétés qu'elles ont. Mais existe-t-il seulement une explication scientifique à la question « Pourquoi ces propriétés ?» Depuis notre enfance, nous savons tous que la matière est constituée de minuscules particules insécables appelées atomes. Au collège, nous avons tous appris que les atomes sont les bases de tout ce qui nous entoure. Cependant, aujourd'hui, nous sommes en droit d'affirmer que tout ce qu'on nous a appris n'est pas totalement vrai. Partons d'un échantillon de matière banale.
Une banane, par exemple. On zoome successivement sur sa structure interne à des échelles de plus en plus microscopiques afin de révéler ses constituants les plus élémentaires, les atomes, les électrons et les nucléons, et enfin les quarks. Aujourd'hui, grâce aux travaux de grands physiciens tels que Edward Wheaton, nous pouvons déterminer que les quarks ne sont pas des particules ponctuelles comme on pourrait le penser. En vérité, ils sont constitués de minuscules filaments unidimensionnels, un peu comme de petits élastiques de caoutchouc extrêmement fins appelés cordes. Les cordes seraient les lettres de la matière qui ne cessent de vibrer. Ces modes de vibration détermineraient la nature de la particule. En vertu de la relation d'Einstein, E égale mc au carré, plus une corde vibre, plus la particule est lourde. Par conséquent, électrons et quarks sont les reflets de cordes qui vibrent inlassablement et différemment, comme les cordes d'un violon produisent des sons et des notes différentes. Notre univers est ainsi une merveilleuse symphonie cosmique où les constantes fondamentales sont définies par des cordes aussi petites que la longueur de plan. Notre univers est gouverné par des interactions. Une interaction est une action réciproque qui s'exerce entre les particules élémentaires. Depuis les années 1930, on distingue 4 interactions fondamentales. L'interaction gravitationnelle, elle s'exerce entre tous les corps. Du même coup, elle s'exerce également à l'intérieur des noyaux des atomes et on assure la cohésion au même titre, mais à un degré toutefois beaucoup plus faible que les 3 autres interactions. La gravitation constitue aussi l'une des interactions les plus faibles qu'il puisse exister, en affichant une valeur de 6,67 fois 10 puissance moins 11 newtons. L'interaction électromagnétique. Celle-ci s'exerce entre toutes les particules possédant une charge électrique. L'interaction électromagnétique est responsable notamment de l'aimantation. L'interaction faible. Elle est responsable de la désintégration ou radioactivité bêta. Spontanément, un neutron se trouvant dans un noyau atomique peut se désintégrer en donnant un proton, un électron et un antineutrino. Le proton reste dans le noyau atomique alors que l'électron et l'antineutrino sont éjectés avec une grande énergie. Le neutrino est une particule qui interagit très facilement avec les autres particules, pouvant briser des noyaux atomiques sur son passage, ce qui rend le rayonnement bêta très dangereux. L'interaction forte. Elle est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Les noyaux atomiques, à l'exception du noyau d'hydrogène, sont constitués de plusieurs protons. Le proton possède une charge électrique plus E et des neutrons électriquement neutres. Or, la taille d'un noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 23 mètres. À cette distance, les forces électrostatiques qui se repoussent entre 2 protons sont énormes. Les noyaux atomiques devraient donc voler en éclats. Or, ces noyaux existent dans la nature et la plupart sont stables. Il existe donc une autre force, baptisée la force forte ou interaction forte. Chacune de ces interactions est associée à une particule. Par exemple, le photon est responsable de l'électromagnétisme. Le gluon de l'interaction forte. Le boson de l'interaction faible. Aujourd'hui, certains physiciens pensent qu'il existerait une particule appelée graviton responsable de la gravitation. Cependant, contrairement aux autres particules, aucun graviton n'a jamais été détecté. Depuis quelques décennies, les scientifiques rêvent d'unifier ces interactions qui régissent notre univers. Beaucoup de physiciens pensent en effet que les interactions seraient la manifestation d'un phénomène plus global qui pourrait être mis en présence à d'énergies beaucoup plus élevées. Ainsi, en remontant jusqu'aux conditions du Big Bang, les physiciens ont découvert que l'intensité de ces 4 forces était la même à des distances de plus en plus courtes
ou à des énergies de plus en plus élevées, comme la glace et l'eau liquide se transforment en gaz à des températures plus hautes. Les physiciens ont ainsi baptisé cette unique interaction super-interaction. Bien que les scientifiques fussent contents de leur découverte, le calcul des intensités des forces révéla que celles-ci ne convergent pas tout à fait en raison de fluctuations quantiques. Or, la théorie des cordes permit de résoudre d'une manière extraordinaire ces perturbations. En effet, en étant les constituants élémentaires de l'univers et en étant trop grands pour subir les violentes ondulations de la structure spatiale, puisque celles-ci se produisent à des échelles subplanckiennes, ces fluctuations ne peuvent être mesurées. Et dans le cas de la théorie des cordes, ne se manifestent tout simplement pas. Par conséquent, les scientifiques parvinrent à réaliser leur rêve grâce à la théorie des cordes, celle d'unifier les interactions. Dans le petit Robert, une dimension est une étendue considérée comme susceptible de mesure. Ainsi, nous savons tous qu'il existe 3 dimensions dites spatiales et une dimension temporelle introduite en 1915 par Albert Einstein avec sa théorie de la relativité générale. Par exemple, imaginez que vous ayez un rendez-vous avec le président de la République, Jacques Chirac. Il vous faudrait connaître non seulement la latitude, la longitude et l'étage où se trouve son bureau, mais aussi l'heure. Ces 3, voire 4 dimensions nous sont évidemment familières depuis notre naissance, voire avant. Cependant, tout ceci n'est qu'une illusion. En effet, la théorie des cordes remet en cause et d'une manière radicale le nombre de dimensions. Tout commença en 1915. Théodore Kaluza affirma que notre univers possédait une dimension spatiale supplémentaire dont les cordes en seraient l'origine. Il suggéra que celle-ci était enroulée autour de la corde. Cependant, en raison de sa petitesse, elle serait restée à l'abri de toute détection, même pour les appareils les plus sophistiqués. Par exemple, imaginons qu'en raison de la chaleur estivale qui règne de votre maison, vous vous mettiez à votre fenêtre. Soudain, vous apercevez une corde à linge dans la cour de votre voisin. De votre point de vue, celle-ci vous paraîtra bidimensionnelle. En raison de sa petitesse, vous ne parviendrez pas à percevoir la largeur de la corde. Cependant, du point de vue d'une coccinelle qui se baladerait avec sa famille sur cette corde, elle pourra évoluer dans les 3 dimensions spatiales sans aucune difficulté. Par conséquent, nous pouvons affirmer que dimension et échelle sont extrêmement liées. Ainsi, à l'instar de notre corde à linge, la dimension imposée par la corde nous est complètement indifférente. L'aventure ne s'arrêta pas encore. Depuis la découverte de Kaluza, certains physiciens pensent que les cordes ne seraient pas en réalité unidimensionnelles, comme nous l'avons affirmé plus tôt, mais elles auraient une forme sphérique ou de tord. Ainsi, cette suggestion imposerait qu'il existe en réalité 2 dimensions enroulées, en plus de nos 3 dimensions dites étendues. Ceci porterait évidemment le nombre de dimensions spatiales à 5. Le nombre de dimensions spatiales dans lequel évolue une corde est essentiel. Plus il y a de dimensions, plus la corde aura de degrés de liberté. Par exemple, si vous étiez confiné dans un espace bidimensionnel, vous ne pourriez que vous déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Cependant, dans un espace tridimensionnel, comme le nôtre, nous pouvons aussi nous déplacer en profondeur. Ainsi, le nombre de dimensions limite les vibrations d'une corde. Par conséquent, étant donné que le mode de vibration d'une corde est essentiel, le nombre de dimensions l'est aussi. En 1984, Philippe Candelas prétendit que la théorie des cordes n'était pas valable dans un univers à 5 dimensions, mais à 11 dimensions. À ce stade, vous vous demandez peut-être à quoi pourrait ressembler un univers possédant autant de dimensions.
Philippe Candelas suggéra que ces 6 dimensions spatiales supplémentaires étaient contenues dans un espace dit de Calabrio. Par conséquent, si l'on en croit la théorie des cordes, l'univers aurait des dimensions supplémentaires entortillées dans un espace de Calabrio. Aujourd'hui, certains physiciens pensent qu'au moment du Big Bang, certaines dimensions ont pu évoluer comme nos 3 dimensions spatiales familières, tandis que d'autres ont stagné. Imaginez que vous ayez rendez-vous avec Kitty, qui vous attend de pied ferme sur sa planète, qui se situe dans la galaxie d'Andromède. De nature pressée, le terrible extraterrestre aimerait que vous soyez chez lui dans 1 heure, et pas une de plus, afin que le thé que vous apprêtez à prendre avec lui ne refroidisse pas. Cependant, vous vous rendez compte qu'il est impossible, même avec les technologies les plus performantes, d'arriver à l'heure. Afin de vous détendre, vous décidez alors de manger un beignet. Vous réfléchissez alors à la manière qui vous permettra de ne pas rater le rendez-vous. Soudain, une idée vous parvient. En regardant attentivement votre beignet, vous découvrez alors que si l'on déchirait l'espace comme un beignet, vous pourrez arriver à l'heure chez votre ami. Cependant, la relativité générale impose que l'univers soit parfaitement lisse et dénué par conséquent de toute déchirure pour que les lois de la théorie soient correctes. Vous désespérez alors sur votre beignet. Néanmoins, la théorie des cordes peut une nouvelle fois nous sauver. Voici pourquoi. Précédemment, nous avions affirmé que la théorie des cordes n'était valable que dans un seul type d'espace, nommé Calabrio. En 1987, Xing Teng-gyo et son étudiant Gang Tian ont découvert qu'une région du Calabrio contenait en réalité une sphère qui pouvait se rétrécir jusqu'à un point, pinçant ainsi les structures de l'espace. Cette découverte est évidemment très intéressante du point de vue mathématique. Néanmoins, d'un point de vue scientifique, ce processus appelé transition de Floch s'avère incohérent avec la théorie de la relativité générale d'Einstein. En effet, en voulant créer une nouvelle région de Calabrio, il faut déchirer l'espace. Par conséquent, une déchirure de l'espace serait évidemment synonyme de cataclysme inimaginable. Nous en sommes toujours au même point. Cependant, Edward Wheaton, surnommé parfois le nouvel Einstein, mit son petit grain de sel. Il affirma effectivement que la surface d'univers que balaie la corde fournit un bouclier qui annule les effets, potentiellement cataclysmiques, associés à une déchirure de la structure spatiale. Soulager la découverte de Wheaton vous permet enfin de boire un café avec E.T., n'est-ce pas? Néanmoins, cette découverte est tout aussi très intéressante d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus que si nous parvenions à maîtriser cette déchirure spatiale, nous pourrions nous rendre d'un bout de l'espace à l'autre en moins d'1 seconde. D'un point de vue aéronautique, nous pourrions sonder ainsi d'autres galaxies sans fusée. Ce serait évidemment un pas de géant pour l'humanité. Par ailleurs, les scientifiques pensent que nous pourrions ainsi voyager dans des univers parallèles grâce à des tunnels spatio-temporels appelés trous de verre. En effet, notre univers se comporte comme une membrane qui flotterait dans un espace dit multi-universel, de même qu'une tranche de pain au milieu de tant d'autres. Certains astrophysiciens pensent même que d'autres univers parallèles se situeraient à moins d'1 millimètre de nous. Cependant, aujourd'hui, en raison de moyens techniques trop primaires, nous ne pouvons les atteindre. Néanmoins, par le biais d'un trou de verre, d'une déchirure spatiale, nous pourrions, sans aucun problème, séjourner dans ces univers parallèles. Nous constatons ainsi que la théorie des cordes est une théorie surprenante, qui nous présente un monde surprenant, voire utopique.